Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, une petite vidéo pour faire le point un petit peu sur la situation de la Colombie, en particulier la situation liée bien sûr à l'épidémie de coronavirus. Alors cette vidéo est faite pour donner des nouvelles à tous mes proches de France, mais aussi pour informer de façon générale, car la Colombie a quand même des particularités qui me paraissent intéressantes à communiquer à des pays un peu éloignés qui n'ont pas du tout conscience peut-être des problèmes que l'on trouve ici. Alors, la première chose, c'est que le confinement en Colombie a eu lieu extrêmement tôt. Il n'y avait pas encore de mort officielle dans le pays, que la Colombie confinait déjà. Ce confinement a été assez efficace. Dans un premier temps, pendant de nombreuses semaines, on n'a pas dépassé les 20 morts par jour. On était situé toujours entre 10 et 20 morts par jour pendant, je pense, une dizaine de semaines. Donc un confinement plutôt efficace. L'objectif du confinement n'était pas tout à fait le même que celui des autres pays, en particulier européens. Ici, on avait déjà perdu l'espoir d'endiguer l'épidémie. Il s'agissait surtout de la retarder au maximum pour pouvoir s'équiper en matériel, en particulier en respirateurs et en lits de soins intensifs qui s'appellent ici les UCI. Effectivement, la Colombie est un pays sous-équipé au niveau hospitalier et donc le risque était extrêmement grand d'avoir très rapidement une saturation des hôpitaux et un grand nombre de décès. Alors, ce confinement, évidemment, ici, ça, j'ai vu que la presse en a parlé en Europe. Le premier problème à résoudre pour un pays comme la Colombie, c'est la pauvreté. La plupart des gens vivent avec ce qu'ils ont gagné dans la journée. On a à peu près 50% de la population qui vit dans une situation extrêmement précaire, de travail informel, comme on dit, donc non déclaré. Et ça, c'était la première difficulté, c'était de faire en sorte que ces gens restent chez eux. Et la seule solution, ça a été évidemment de leur fournir des aides, alors des aides alimentaires ou des aides financières. Ça a plutôt pas mal marché. Au début, ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place, mais globalement, comme je vous l'ai dit, bah, le confinement a plutôt bien marché, à part quelques émeutes un petit peu au début qui nous ont inquiétés parce que évidemment, les gens s'en prennent très rapidement au supermarché, c'est d'organiser des pillages de supermarchés. Mais ça a été très rapidement endigué et finalement, les gens sont restés chez eux. Alors, vous l'avez vu, les gens qui n'avaient pas reçu d'aide mettaient un petit chiffon rouge à la fenêtre de leur appartement. Et ben, ces chiffons rouges, par exemple, dans mon quartier, ont pratiquement disparu. Les aides sont arrivées à Bogota. Sûrement que selon les villes, ce n'était peut-être pas partout pareil, mais globalement, ça a fonctionné. Pendant au moins 2 mois, les gens ont été maintenus enfermés alors que normalement ils ont besoin de sortir pour trouver à survivre. Là, on voit déjà à ce moment-là les premières difficultés liées aux caractéristiques de la Colombie. En particulier, la première difficulté, c'est la corruption. Évidemment, quand il s'agit de distribuer de l'aide gratuite, entre guillemets, vous avez tout un tas de gens qui se jettent sur ce genre d'opportunités pour voler. Alors très rapidement, hein, dès la première semaine d'aide, on a eu un grand nombre de dénonciations. Les mairies, puisque c'était surtout les mairies qui étaient chargées de distribuer l'aide alimentaire, les mairies faisaient des contrats à des entreprises privées qui devaient donc distribuer ces aides et ces entreprises privées faisaient de la surfacturation, mais alors dans des proportions gigantesques, hein. On avait des produits alimentaires qui coûtaient 3 fois, 4 fois le prix réel. Et donc, une grande partie de ces aides a été volée par les entreprises privées qui ont été responsables de ça. Alors, à Bogota, j'en ai pas trop entendu parler, mais dans beaucoup d'autres villes, il y a eu un vol énorme de l'aide alimentaire. Ensuite, dans la corruption, ben, on a eu un cas extrême, par exemple, le vol d'un respirateur dans un hôpital du Meta, à côté de Villavicencio, une petite ville, qui a un petit hôpital, et ils se sont fait voler leur respirateur. Et alors ce respirateur, où est-il passé? Ben, on l'a retrouvé, en fait, à Bogota,
c'était un narcotrafiquant qui a fait cette opération de récupérer le respirateur pour lui, sûrement au cas où il attrape le coronavirus ou pour le revendre, on ne sait pas. Et en tout cas, il s'est retrouvé à Bogota. Vraiment, il y a un pillage organisé autour des aides et autour de ce problème de coronavirus qui évidemment est normal, on va dire, dans ce pays où la corruption est extrêmement grande. Alors après, il y a eu un pillage financier. Et là, c'est très inquiétant par rapport à l'économie. Beaucoup d'aides ont été proposées par l'État sous forme de prêts. Alors, c'est pas vraiment des aides, vous voyez, c'est des prêts. Donc, la dernière en particulier qui a été proposée est assez symbolique. Ils ont proposé que ceux qui n'avaient pas assez de retraite hypothèquent leur maison pour qu'on puisse leur payer quelques mois de retraite dans cette période où évidemment ils ne peuvent pas du tout gagner de l'argent et de toute façon ils sont assez âgés. Et donc bah, on voit bien où ça veut en venir, hein. On hypothèque et après les banques récupèrent les biens de tous ces gens-là. Et pour les entreprises et pour les particuliers, il y a eu énormément d'aides proposées sous forme de prêts. Et je pense que, évidemment, cet endettement privé, hein, sans parler de l'endettement public qui est derrière, va être assez dramatique par la suite, hein. Les banques ne vont pas leur laisser le choix et vont récupérer les biens de tous ces gens et les entreprises de tous ces gens. Un autre grave problème, c'est que les aides pour faire les prêts, en fait, étaient financées par l'État. Donc l'État donne l'argent à la banque et l'argent est chargé de prêter à ceux qui en ont besoin. Et en fait, ben, au début, les banques ont reçu l'argent et ne prêtaient à personne, sinon sous conditions tout à fait normales. Donc ici, c'est très difficile d'obtenir des prêts et en plus avec des taux d'intérêt très élevés, ce qui ne devait pas être le cas. Alors, je ne sais pas trop où ça en est, mais vous voyez que, on va dire, le système privé s'est jeté sur toutes ces aides qui, tout d'un coup, sortaient de l'État. Et à chaque fois, c'était finalement récupérer de l'argent, voler de l'argent. Alors ça, c'est pour la première phase. Le confinement, alors qu'est-ce qu'il avait d'original en Colombie? Ben, il avait à peu près les mêmes règles que dans tous les autres pays, hein, rester chez soi, etc. Si ce n'est qu'ici, ils ont mis en place des systèmes pour réguler un petit peu la circulation des gens qui devaient aller acheter à manger ou tout ce qui est en relation avec la banque, etc. Ils avaient le droit de sortir. Donc il y avait ce que l'on a appelé le pico y género. Pico y género, género c'est le genre. Donc pico, ça vient de pico y placa. C'est un système qui fait que les voitures sortent selon le numéro de leur plaque d'immatriculation pour réguler le flux automobile dans les grandes villes. Et donc, bien là, c'est pico y género, ça veut dire que selon le genre, donc si vous êtes femme ou homme, vous avez le droit de sortir les jours pairs ou les jours impairs. Et puis, il y a aussi le pico y cédula, donc cédula, c'est la carte d'identité. Selon le dernier chiffre de votre numéro de carte d'identité, eh bien, vous avez le droit de sortir les jours pairs ou les jours impairs. Donc, c'était une façon de réguler un petit peu la circulation des gens sans faire comme en France avec un certificat qu'on s'auto-autorise, etc. Donc ça c'est la première phase. Alors après on a aussi une grande originalité en Colombie. Alors là il faut surtout pas que vous manquiez ça si vous en avez l'occasion de le voir sur Internet. Notre bon président s'est mis à se transformer en animateur télé. C'est-à-dire qu'au début, eh bien, il faisait un petit peu comme en France le compte rendu de la journée, des dispositifs qui étaient mis en place. Alors au lieu que ce soit le ministre de la Santé, c'était directement le président tous les jours. Et puis c'est devenu carrément une émission, c'est-à-dire que alors c'est un président qui a un côté un petit peu, on va dire, relations publiques, il aime faire la fête, etc. Et donc là, ben, on voit bien qu'il prend plaisir à faire son émission de télé. Alors les chroniqueurs, les journalistes sont remplacés par les ministres. Et puis il présente, alors voilà, il présente chaque ministre, chaque action, et chaque ministre parle, s'exprime sur les différentes actions de la journée, sur les chiffres, etc. Donc c'est assez étrange de voir qu'un président en pleine crise a le temps de préparer tous les jours
une émission qui dure plus d'une heure hein, pour raconter finalement ce qu'il fait, etc. Ça lui sert de propagande à lui parce qu'il a une très très mauvaise cote de popularité. Mais en plus, voilà, je pense que ça lui plaît. C'est assez original. Ensuite, on a eu eh ben, évidemment tous les autres problèmes liés à la Colombie. Hein. Là, il faut quand même le préciser. Donc, première chose, c'est le système hospitalier. Donc, ce confinement était censé prendre du temps pour renforcer le système hospitalier. Évidemment, c'est très difficile. C'est extrêmement difficile de faire ça dans un pays qui a aussi peu de ressources. Hein. Le PIB de la Colombie, c'est pas du tout le PIB d'un pays européen. Donc, avec des moyens réduits. Et ils ont acheté des respirateurs, ils ont commencé alors à Bogota, il y a carrément le centre des expositions qui a été transformé en hôpital pour recevoir les malades des hôpitaux, désengorger le système hospitalier et garder les lits hospitaliers pour éventuellement les malades qui avaient le Covid. Voilà, donc il y a quelque chose qui se sont faits, mais c'est bien insuffisant. Alors le premier qui a explosé, c'est l'hôpital de Leticia en Amazonie. Leticia, c'est une ville isolée, on n'y va que par avion ou par bateau, mais elle est à la frontière de deux autres pays extrêmement contaminés qui sont le Pérou d'un côté et surtout le Brésil de l'autre. Donc évidemment, le nombre de cas a augmenté. Le personnel de santé n'était pas équipé, en particulier en masque et en gants, et en blouse, etc., en protection en général. Et leurs conditions de travail étaient évidemment extrêmes. Du coup, ils ont démissionné, l'hôpital a fermé, ils se sont retrouvés sans hôpitaux. Dans la région, il n'y en avait qu'un de toute façon. Et donc, ils se sont retrouvés sans hôpitaux dans une situation assez dramatique. Alors depuis, ils ont essayé de récupérer un peu la situation. Ils parlaient à un moment de rapatrier les gens par avion au fur et à mesure qu'ils avaient le Covid. C'est une région qui a été touchée quand même pas mal par Covid, mais pas trop finalement. Au départ, il y a eu une sorte d'explosion de la contamination et puis ça s'est un petit peu régulé. Donc c'est une région aussi où la population est peut-être assez jeune, donc ça protège un petit peu du Covid. Donc voilà, ça s'est pas trop mal fini, mais ça a été quand même un épisode assez dramatique qui montrait déjà la situation. On a une situation extrême aussi dans le Choco, dans le Nariño, où là, le nombre de lits est carrément totalement insuffisant. Le nombre de tests aussi, il est très difficile de se faire tester, d'avoir les retours de tests prennent du temps. Donc on ne sait pas en fait véritablement le nombre de cas et le nombre de décès qu'il y a dans ces régions-là. C'est très difficile d'en avoir la certitude, mais la situation risque donc fortement de s'aggraver dans ces régions où le système hospitalier est dans un état dramatique. Hein. Il y a des endroits où il n'y a pas un seul lit de soins intensifs. Autre problème, alors le problème donc des frontières, c'est pas seulement le Brésil, l'Équateur, le Pérou, où là le nombre de cas est très grand et donc vient contaminer par les frontières, vient contaminer la Colombie. Ça c'est un premier risque, mais à l'intérieur de la Colombie, nous avons un problème depuis 2 ans d'une immigration massive de Vénézuéliens qui ont fui leur pays puisque leur pays ne fonctionne plus. Il y a plus rien qui fonctionne. Ils n'ont plus à manger, donc ils sont partis vers d'autres pays. Et comme on est un pays frontalier, eh ben, ils traversaient la Colombie et certains s'arrêtaient en Colombie, d'autres continuaient mais sont revenus en arrière et sont restés en Colombie aussi. En l'espace d'un an et demi, on a eu plus d'1 million d'immigrés qui se sont installés en Colombie dans des conditions extrêmes, hein, dans des camps, avec sous les ponts, sous des tentes, et puis d'autres qui avaient un petit peu plus les moyens ont trouvé de quoi se loger dans des petites chambres, etc. en ville, mais c'est une situation évidemment dramatique au niveau des papiers, etc. Donc pas de travail. Donc ces immigrés vénézuéliens, au début du Covid, eh ben, il y a eu une énorme migration vénézuélienne pour repartir, puisqu'ils voyaient bien que rester en Colombie ne leur donnait aucun avantage par rapport à rester au Venezuela où d'ailleurs l'épidémie n'est pas très forte apparemment. Donc ils sont tous retournés à pied, hein, ils traversent le pays à pied à chaque fois, vers la frontière. Et la frontière, elle s'est pas ouverte, donc il s'est amassé une énorme quantité de migrants qui revenaient au Venezuela et qui sont restés bloqués à la frontière. Donc là, je sais pas trop comment ça se passe, mais c'est une situation quand même assez dramatique.
On estime qu'il y a eu à peu près 30-40 000 départs qui sont passés, et puis les autres qui sont toujours bloqués. Et puis je pense que ça s'est su, et là l'immigration vénézuélienne s'est arrêtée. Ils ont dit, bah, finalement on reste en Colombie. Voilà. Donc ça, c'est pour la migration des Vénézuéliens. Alors, autre problème de la Colombie, vous le savez, ça dure depuis très longtemps, c'est le conflit armé, en particulier dans les zones rurales. La situation du Covid s'est ajoutée à la situation précédente, qui était quand même celle d'un gouvernement qui veut revenir sur le processus de paix et ne remplit pas ses obligations qu'il avait signées au processus de paix pour le faire échouer. Et donc, les groupes armés sont plus ou moins revenus à la guérilla. Un certain nombre, bien sûr que non. Mais les groupes armés qui, eux, n'avaient pas laissé les armes pendant le processus de paix qui concernait les FARC, donc il y a une autre guérilla qui s'appelle l'ELN qui a pris énormément de territoire. Et du coup, cette ELN est entrée carrément en conflit armé avec l'armée officielle du gouvernement. Donc il y a des zones de conflit avec des batailles, des morts, etc. Donc ça reprend, hein, le conflit reprend dans les zones rurales. Se rajoute à ça bien sûr les paramilitaires qui ont toujours été là et qui eux aussi réactivent leurs actions contre les guérillas et contre la population civile. Et puis ils ont une connexion avec les narcotrafiquants qui eux aussi, bien sûr, profitent de cette situation dramatique pour essayer d'organiser encore plus de réseaux et de transport de cocaïne. Donc ça va mal, ça va mal. Pour finir là-dessus, eh bien, nous avons un problème, c'est l'assassinat des leaders sociaux, c'est-à-dire des personnes qui sont un petit peu, qui représentent un petit peu une communauté, qu'elle soit sociale, politique ou autre. Et eh bien, ces leaders sont régulièrement assassinés et l'assassinat des leaders sociaux s'est lui aussi amplifié avec le coronavirus et l'absence donc d'une police normale qui circule normalement. Donc la situation n'est pas bien bonne au niveau rural et en particulier au niveau des resguardos, donc des réserves indigènes où a lieu principalement ces conflits armés et au niveau des frontières. Après cette phase de confinement, eh bien, le gouvernement, qui est quand même un gouvernement plutôt de droite, hein, ou d'extrême droite, selon le point de vue, mais donc de droite libérale, n'a qu'une envie, c'est de réactiver l'économie. Alors, nous avons la chance qu'ici, Ivan Duque n'ait pas suivi l'exemple des Américains ou des Brésiliens qui se sont opposés aux mesures de confinement. Ici, non. Ici, il y a eu au contraire une espèce de jeu entre Claudia Lopez, la maire de Bogota, qui est plus ou moins une future candidate présidentielle, et puis Ivan Duque, qui est le président. Donc les deux personnages politiques les plus importants, un de centre-gauche et l'autre plutôt de droite, assez à droite, et donc ils s'opposent, et du coup ils se sont opposés en chacun proposant des mesures supplémentaires pour protéger la population, etc. Donc ça allait dans le sens du confinement finalement. Mais les lobbies économiques, évidemment, ont du poids en Colombie et le déconfinement a commencé à se faire alors que l'épidémie ne s'était pas arrêtée et n'avait même pas commencé. Et en fait, moi, c'est ce que je craignais depuis le départ, c'est que la Colombie ne peut pas tenir pendant des mois et des mois et des mois confinée. Au niveau économique, c'est intenable. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que comme ils ont confiné trop, eh ben, ils sont obligés de déconfiner au moment où l'épidémie commence à augmenter et à prendre sa courbe exponentielle. Donc c'est là nous sommes, c'est ce qui se passe actuellement. On est en déconfinement depuis le début juin. Donc des secteurs économiques ont été autorisés à reprendre leur activité, en particulier la construction dans les grandes villes. Évidemment, tous les autres secteurs économiques essentiels, des aides de l'alimentation, etc., fonctionnaient. Mais là, il y a 45 exceptions au confinement pour l'instant au niveau des secteurs autorisés. Du coup, on a revu l'activité à Bogota, on revoit l'activité en ville, hein,
Et du coup, ben, les gens, c'est un peu particulier, les gens ne peuvent pas dans ce cas-là saisir clairement quel est le risque. Si on leur dit, ben, on déconfine, on a déjà confiné, il n'y a pas eu beaucoup de morts, on déconfine, donc ça a l'air d'être plus ou moins fini, mais pas pour tout le monde, donc là, tout le monde veut travailler, tout le monde veut retourner gagner de l'argent. Donc en particulier, alors, tous ceux qui vivent dans la rue, ils sont revenus à vendre leurs trucs par terre, eux, on ne peut pas les empêcher. C'est leur seul moyen de survie. Mais aussi, tous les autres commerces font pression pour réouvrir. Or, l'épidémie n'avait pas commencé. Et là, elle commence. Alors, l'épidémie, pour être clair, il y a quand même des foyers en Colombie. C'est assez inégal. Il y a des régions où il n'y a pas eu de mort encore, pratiquement. Et puis, il y a les grandes villes, hein, les centres de densité. Bogota, là où il y avait l'aéroport international et là où la densité est le plus grand, c'est là où il y a évidemment le plus grand nombre de contaminations, mais aussi la côte Caraïbe, où il y avait Cartagena avec un aéroport international et des touristes, donc qui a amené du coronavirus, mais aussi où il y a un état d'esprit un peu particulier, on va le voir tout de suite, tout comme à Cali, où là aussi c'est la troisième ville de Colombie qui elle aussi est pas mal contaminée. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces endroits-là? Contrairement à Bogota où le confinement s'est plutôt bien tenu, à part dans certains quartiers, comme le confinement n'a pas bien tenu, et ben, la contamination a explosé, donc ils ont refermé, malgré le déconfinement, ils ont refermé certains quartiers, donc Kennedy, hein, un quartier de plus d'1 million d'habitants. Alors, à Barranquilla, Carthagène, Cali, c'est assez d'ailleurs particulier parce qu'en France, on a tout de suite pu faire comprendre que la difficulté était économique. Les gens avaient besoin de sortir pour manger, en gros. Mais en fait, c'est pas ça qui va être le vrai problème. Le problème, c'est la fête. Les Colombiens, c'est des gens qui aiment la fête, qui aiment faire la fête, qui ne comprennent pas pourquoi on les empêche de faire la fête, qui ne croient pas beaucoup non plus à toutes ces histoires de virus, etc. Ils ont l'habitude aussi de vivre avec des épidémies de dengue, de chikungunya, etc. a déjà eu lieu, donc ils ont l'habitude de vivre l'épidémie. Ils voient pas en quoi celle-là est particulièrement plus dangereuse que les autres, et donc ils se sont mis à faire la fête. Alors, dès le début juin, on a commencé à avoir ce problème. Le premier week-end de pont, donc le pont avec le lundi, Barranquilla, premier week-end de pont, la police est intervenue pour interrompre 1400 fêtes et 400 bagarres. Donc là, on se dit, là, effectivement, une fête, là, c'est très contaminant. Même si c'est des jeunes en général, c'est quand même très contaminant. Donc ils ont commencé à s'inquiéter de ce problème et ils ont mis ce qui s'appelle le toque de queda, donc le couvre-feu carrément pour empêcher les fêtes. Ça n'y a rien fait, hein. Deuxième week-end de pont, on a eu parce qu'il y a beaucoup de ponts le mois de juin, 500 fêtes à Cali, 700 bagarres, dont une fête quand même avec 500 personnes à l'intérieur. Vous voyez l'ampleur du problème des fêtes qui va être finalement, à mon avis, le facteur principal de l'échec du confinement dans ces villes festives, on va dire, comme Barranquilla, Carthagène et Cali. Et puis ce week-end encore, avec pareil, hein, un couvre-feu, donc quelque chose d'assez extrême pour confiner les gens. Il y a encore eu 300 fêtes à Barranquilla, dont une, pour vous dire jusqu'où ils ont fait la fête du Covid, où ne pouvaient rentrer que les gens qui avaient un certificat comme quoi ils avaient déjà eu le Covid. Donc vous voyez que ça part vraiment dans tous les sens, hein, cette histoire de fête. En plus de ça, alors grande erreur qui va apparemment pas se reproduire, puisque le gouvernement est revenu sur sa décision, ils avaient créé un jour sans TVA. Donc jour sans TVA, ça veut dire tout le monde va acheter de l'électroménager. Et là, on a eu des foules agglomérés devant les grands magasins d'électroménager, de supermarchés, etc. Des foules agglomérées. Vous avez vu ce qui s'est passé en France avec les élections. Là, c'est des foules qui veulent rentrer, qui poussent, voilà, qui se touchent, qui se frottent, qui crient, etc. Donc, du grand n'importe quoi, une journée sans TVA. Ici, on appelle ça le dia sin IVA, et il y en a qui ont dit c'est le dia sin vida, parce que on va perdre sa vie pour aller acheter un... Donc là, entre cette contamination-là, ce jour-là, plus les contaminations qui ont lieu pendant les fêtes, je pense qu'on va vers une explosion de l'épidémie. 10 à 20 morts par jour.
On est passé en une semaine et demie à 50 et puis à 100 morts par jour. Et là, on en est à peu près 3 semaines après à 150 morts par jour. Donc on voit bien que là, ça y est, on est rentré dans une phase exponentielle. On n'est plus dans cette espèce de problème constant là de 19 morts par jour tout le temps. Et on va vers peut-être une catastrophe sanitaire, puisque là, Barranquilla, actuellement, les hôpitaux sont saturés. Santa Marta, les hôpitaux sont saturés. Cienaga, une ville de 100 000 habitants, les hôpitaux sont saturés depuis très longtemps, personne ne le disait, mais là ils sont bien obligés de le dire. Des endroits sans hôpitaux comme Laetitia, etc. Donc là, on va vraiment vers une catastrophe sanitaire. Bogota devait réadopter des mesures de confinement plus strictes à partir de 50% d'occupation des lits de soins intensifs. Là, on va atteindre les 70%. Aujourd'hui, on a reçu 300 respirateurs, donc ça redécale le pourcentage de lits. Parce qu'il y a la place, il y a les lits, mais il n'y a pas les respirateurs. Donc on a à Bogota, on a environ 700 unités de soins intensifs, mais on peut en faire jusqu'à 2000 si on reçoit les respirateurs. Là, on a reçu 300, on en avait reçu 150 il y a une semaine. Donc bon, ben voilà, c'est la course contre la montre et entre les respirateurs et le nombre de gens qui rentrent en soins intensifs est lancée. Et évidemment, mais ça risque d'exploser. Pour la circulation des avions, etc., la circulation est interdite, intermunicipale. Il devait réactiver les aéroports nationaux entre des destinations sans Covid, hein, entre deux destinations sans Covid. On ne sait pas trop où ça en est parce que là, ben, évidemment, ils commencent à penser à revenir en arrière. D'ailleurs, il y avait 2 autres journées sans TVA qui étaient prévues. Ils ont dit elles se feront, mais que sur Internet. Les gens n'iront pas dans les magasins. Donc on commence à revenir sur les mesures parce qu'on voit bien que là, on va vers le pic de l'épidémie. Et nos spécialistes colombiens nous disent que ce pic de l'épidémie sera atteint environ vers mi-août. Donc on a encore du temps, on en est à 150 morts par jour. Si on regarde ce qui se passe par rapport aux autres pays qui déconfinent mal, le Brésil, le Mexique, pour atteindre à mon avis les 400 morts par jour, ça serait par rapport à notre population, hein, si on fait le rapport entre la population du Brésil et colombienne par exemple, on atteindra les 400 morts par jour au moment du pic et ça redescendra doucement. Ça, c'est ce qui est prévu pour l'instant, à condition qu'ils arrêtent un peu, peut-être, de faire la fête et de faire des conneries de jours sans TVA, choses comme ça. Voilà la situation. Je pense que j'ai rien oublié. Bah écoutez, je ferai peut-être un autre point vidéo parce que d'habitude je l'écrivais, mais là ça prend beaucoup de temps, il y a beaucoup de choses à dire. Donc je ferai peut-être un autre point vidéo d'ici 15 jours, 3 semaines pour voir où on en est. Portez-vous bien, profitez-en, tous ceux qui sont plus confinés, qui n'ont plus d'épidémie en France. Et apprenez aussi finalement que dans d'autres pays, vous voyez, la situation est bien plus complexe et bien plus difficile à gérer que dans les pays européens, malheureusement. Au revoir.